Bienvenue dans l'Ondée, le podcast de lecture. On est dans Histoire de ma vie, la partie 3, toujours, de George Sand, et tu es dans l'épisode 3. Bonne écoute. Mais je fus distraite par un nouvel événement. Une grande voiture, suivie de 2 ou 3 autres, venait d'entrer dans la cour, et on changeait de chevaux avec une précipitation extraordinaire. Les gens du village essayaient d'entrer dans la cour en criant « La reina, la reina !» Mais l'hôte et d'autres personnes les repoussaient en disant « Non, non, ce n'est pas la reine !» On relaya si vite que ma mère, qui était à la fenêtre, n'eut pas le temps de descendre pour s'assurer de ce que c'était. D'ailleurs, on ne laissait pas approcher les voitures, et les maîtres de l'hôtellerie paraissaient être dans la confidence, car ils assuraient aux gens du dehors que ce n'était pas la reine. Et pourtant, une femme de la maison me porta tout auprès de la principale voiture en me disant « Voyez la reine !» Ce fut pour moi une assez vive émotion, car il y avait toujours des rois et des reines dans mes romans, et je me représentais des êtres d'une beauté, d'un éclat et d'un luxe extraordinaires. Or, la pauvre reine, que je voyais là, était vêtue d'une petite robe blanche très étriquée, à la mode du temps, et très jaunie par la poussière. Sa fille, qui me parut avoir 8 ou 10 ans, était vêtue comme elle, et toutes deux me parurent très brunes et assez laides, du moins c'est l'impression qui m'en est restée. Elles avaient l'air tristes et inquiets. Dans mon souvenir, elles n'avaient ni suite ni escorte. Elles fuyaient plutôt qu'elles ne partaient, et j'entendis ensuite ma mère, qui disait d'un ton d'insouciance « C'est encore une reine qui se sauve ». Ces pauvres reines sauvaient en effet leur personne, en laissant l'Espagne livrée à l'étranger. Nous arrivâmes à Madrid dans le courant de mai. Nous avions tant souffert en route que je ne me rappelle rien des derniers jours de notre voyage. Pourtant, nous atteignîmes notre but sans catastrophe, ce qui est presque miraculeux, car déjà l'Espagne était soulevée sur plusieurs points, et partout grondait l'orage prêt à éclater. Nous suivions la ligne protégée par les armées françaises, il est vrai, mais nulle part les Français eux-mêmes n'étaient en sûreté contre des nouvelles vêpres siciliennes, et ma mère, portant un enfant dans son sein, un autre dans ses bras, n'avait que trop de sujets de crainte. Elle oublia ses terreurs et ses souffrances en voyant mon père, et quant à moi, la fatigue qui m'accablait se dissipa en un instant, à l'aspect des magnifiques appartements où nous venions nous installer. C'était dans le palais du prince de la paix, et j'entrais là, véritablement, en plein dans la réalisation de mes contes de fées. Murat occupait l'étage inférieur de ce même palais, le plus riche et le plus confortable de Madrid, car il avait protégé les amours de la reine et de son favori, et il y régnait plus de luxe que dans la maison du roi légitime. Notre appartement était situé, je crois, au 3e étage. Il était immense, tout tendu en damas de soie cramoisi. Les corniches, les lits, les fauteuils, les divans, tout était doré et me parut en or massif, toujours comme dans les contes de fées. Il y avait d'énormes tableaux qui me faisaient peur. Ces grosses têtes qui semblaient sortir du cadre et me suivre des yeux me tourmentaient passablement. Mais j'y fus bientôt habitué. Une autre merveille pour moi, ce fut une glace psyché, où je me voyais marcher sur les tapis, et où je ne me reconnus pas d'abord, car je ne m'étais jamais vu ainsi de la tête aux pieds, et je ne me faisais pas une idée de ma taille, qui était même, relativement à mon âge, assez petite. Pourtant, je me trouvais si grande que j'en fus effrayé. J'eus bientôt à ma disposition les plus beaux jouets du monde, des poupées, des moutons, des ménages, des lits, des chevaux, tout cela couvert d'or fin, de franges, de housses et de paillons. C'étaient les joujoux abandonnés par les infants d'Espagne et déjà à moitié cassés par eux. J'achevai assez lestement leur besogne, car ces jouets me parurent grotesques et déplaisants. Ils devaient être cependant d'un prix véritable, car mon père sauva 2 ou 3 petits personnages en bois peint, qu'il apporta à ma grand-mère comme des objets d'art. Elle les conserva quelque temps, et tout le monde les admirait. Mais, après la mort de mon père, je ne sais comment ils retombèrent entre mes mains,
et je me rappelle un petit vieillard en haillons qui devait être d'une vérité et d'une expression remarquable, car il me faisait peur. Cette habile représentation d'un pauvre vieux mendiant tout décharné et tendant la main, s'était-elle glissée par hasard parmi les brillants hochets des infants d'Espagne ? C'est toujours un étrange jouet dans les mains d'un fils de roi que la personnification de la misère, et il y aurait de quoi le faire réfléchir. D'ailleurs, les jouets ne m'occupèrent pas à Madrid comme à Paris, j'avais changé de milieu. Les objets extérieurs m'absorbaient, et même j'y oubliais les contes de fées, tant ma propre existence prit pour moi-même une apparence merveilleuse. Notre séjour à Madrid dura tout au plus 2 mois, et pourtant il me parut extrêmement long. Je n'avais aucun enfant de mon âge pour me distraire, et j'étais souvent seul durant une grande partie de la journée. Ma mère était forcée de sortir avec mon père et de me confier à une servante madrilène qu'on lui avait recommandée comme très sûre, et qui pourtant tenait la clé des champs aussitôt que mes parents étaient dehors. Mon père avait un domestique, nommé Weber, qui était bien le meilleur homme du monde et qui venait souvent me garder à la place de Teresa. Mais ce brave Allemand, qui ne savait presque pas de mots de français, me parlait un langage inintelligible, et il sentait si mauvais que, sans me rendre compte de la cause de mon malaise, je tombais en défaillance quand il me portait dans ses bras. Il n'osait pas trahir le peu de soin que ma bonne prenait de moi, et quant à moi, je ne songeais nullement à m'en plaindre. Je croyais Weber chargé de veiller sur moi, et je n'avais qu'un désir, c'est qu'il restât dans l'antichambre et me laissât seul dans l'appartement. Aussi, ma première parole était de lui dire « Weber, je t'aime bien, va-t'en ». Et Weber, docile comme un Allemand, s'en allait en effet. Quand il vit que je me tenais fort tranquille dans ma solitude, il lui arriva souvent de m'y enfermer et d'aller voir ses chevaux, qui probablement le recevaient mieux que moi. Je connus donc, pour la première fois, le plaisir, étrange pour un enfant, mais vivement senti par moi, de me trouver seul et, loin d'en être contrarié ou effrayé, j'avais comme du regret en voyant revenir la voiture de ma mère. Il faut que j'ai été bien impressionné par mes propres contemplations, car je me les rappelle avec une grande netteté, tandis que j'ai oublié 1000 circonstances extérieures probablement beaucoup plus intéressantes. Dans celles que j'ai rapportées, les souvenirs de ma mère ont entretenu ma mémoire, mais dans ce que je vais dire, je ne puis être aidé de personne. Aussitôt que je me voyais seul dans ce grand appartement que je pouvais parcourir librement, je me mettais devant la Psyché, et j'y essayais des poses de théâtre. Puis je prenais mon lapin blanc, et je voulais le contraindre à en faire autant, ou bien je faisais le simulacre de l'offrir en sacrifice aux dieux, sur un tabouret qui me servait d'autel. Je ne sais pas où j'avais vu, soit sur la scène, soit dans une gravure, quelque chose de semblable. Je me drapais dans ma mantille pour faire la prêtresse, et je suivais tous mes mouvements. On pense bien que je n'avais pas le moindre sentiment de coquetterie. Mon plaisir venait de ce que, voyant ma personne et celle du lapin dans la glace, j'arrivais, avec l'émotion du jeu, à me persuader que je jouais une scène à 4, soit 2 petites filles et 2 lapins. Alors le lapin et moi nous adressions en pantomime des saluts, des menaces, des prières aux personnages de la Psyché. Nous dansions le boléro avec eux car, après les danses du théâtre, les danses espagnoles m'avaient charmé, et j'en singeais les poses et les grâces avec la facilité qu'ont les enfants à imiter ce qu'ils voient faire. Alors, j'oubliais complètement que cette figure dansant dans la glace fut la mienne, et j'étais étonné qu'elle s'arrêtât quand je m'arrêtais. Quand j'avais assez dansé et mimé ces ballets de ma composition, j'allais rêver sur la terrasse. Cette terrasse, qui s'étendait sur toute la façade du palais, était fort large et fort belle. La balustrade était en marbre blanc, si je ne me trompe pas, et devenait si chaude au soleil que je ne pouvais y toucher. J'étais trop petite pour voir par-dessus, mais dans l'intervalle des balustres, je pouvais distinguer tout ce qui se passait sur la place. Dans mes souvenirs, cette place est magnifique. Il y avait d'autres palais ou de grandes belles maisons tout autour, mais je n'y vis jamais la population, et je ne crois pas l'avoir aperçue durant tout le temps que je passais à Madrid.
Il est probable qu'après l'insurrection du 2 mai, on ne laissa plus circuler les habitants autour du palais du général en chef. Je n'y vis donc jamais que des uniformes français, et quelque chose de plus beau encore pour mon imagination, les mamelouks de la garde, dont un poste occupait l'édifice situé en face de nous. Ces hommes cuivrés, avec leurs turbans et leurs riches costumes orientaux, formaient des groupes que je ne pouvais me lasser de regarder. Ils amenaient boire leurs chevaux à un grand bassin situé au milieu de la place, et c'était un coup d'œil dont, sans m'en rendre compte, je sentais vivement la poésie. À ma droite, tout un côté de la place était occupé par une église d'une architecture massive, du moins elle se retrace ainsi à ma mémoire et surmontée d'une croix plantée dans un globe doré. Cette croix et ce globe étincelant au coucher du soleil, se détachant sur un ciel plus bleu que je ne l'avais jamais vu, sont un spectacle que je n'oublierai jamais et que je contemplais jusqu'à ce que j'eusse dans les yeux ces boules rouges et bleues que par un excellent mot dérivé du latin nous appelons, dans notre langage du Berry, les orblutes. Ce mot devrait passer dans la langue moderne. Il doit avoir été français, quoique je ne l'ai trouvé dans aucun auteur. Il n'a point d'équivalent, et il exprime parfaitement un phénomène que tout le monde connaît et qui ne s'exprime que par des périphrases inexactes. Ces orblutes m'amusaient beaucoup, et je ne pouvais pas m'en expliquer la cause toute naturelle. Je prenais plaisir à voir flotter devant mes yeux ces brûlantes couleurs qui s'attachaient à tous les objets, et qui persistaient lorsque je fermais les yeux. Quand l'orblute est bien complète, elle vous représente exactement la forme de l'objet qui l'a causé. C'est une sorte de mirage. Je voyais donc le globe et la croix de feu se dessiner partout où se portaient mes regards, et je m'étonne d'avoir tant répété impunément ce jeu assez dangereux pour les yeux d'un enfant. Mais je découvris bientôt sur la terrasse un autre phénomène, dont jusque-là je n'avais eu aucune idée. La place était souvent déserte et, même en plein jour, un morne silence régnait dans les palais et aux environs. Un jour, ce silence m'effraya et j'appelai Weber que je vis passer sur la place. Weber ne m'entendit pas, mais une voix toute semblable à la mienne répéta le nom de Weber à l'extrémité du balcon. Cette voix me rassura, je n'étais plus seule, mais, curieuse de savoir qui s'amusait à me contrefaire, je rentrai dans l'appartement, croyant y trouver quelqu'un. J'y étais absolument seule, comme à l'ordinaire. Je revins sur la terrasse et j'appelai ma mère. La voix répéta le mot d'une voix très douce, mais très nette. Et cela me donna beaucoup à penser. Je grossis ma voix, j'appelai mon propre nom, qui me fut rendu aussitôt, mais plus confusément. Je le répétais sur un ton plus faible, et la voix revint faible, mais plus distincte, et comme si l'on me parlait à l'oreille. Je n'y comprenais rien. J'étais persuadé que quelqu'un était avec moi sur la terrasse, mais ne voyant personne, et regardant vainement à toutes les fenêtres qui étaient fermées, j'étudiais ce prodige avec un plaisir extrême. L'impression la plus étrange pour moi était d'entendre mon propre nom répété avec ma propre voix. Alors, il me vint à l'esprit une explication bizarre. C'est que j'étais double, et qu'il y avait autour de moi un autre moi que je ne pouvais pas voir, mais qui me voyait toujours puisqu'il me répondait toujours. Cela s'arrangea aussitôt dans ma cervelle comme une chose qui devait être, qui avait toujours été, et dont je ne m'étais pas encore aperçu. Je comparais ce phénomène à celui de mes orblutes, qui m'avait d'abord étonné tout autant, et auquel je m'étais habitué sans le comprendre. J'en conclus que toutes choses et toutes gens avaient leur reflet, leur double, leur autre moi, et je souhaitais vivement de voir le mien. Je l'appelais 100 fois, je lui disais toujours de venir auprès de moi, il répondait « Viens là, viens donc !» Et il me semblait s'éloigner ou se rapprocher quand je changeais de place. Je le cherchais et l'appelais dans l'appartement, il ne me répondit plus. J'allais à l'autre bout de la terrasse, il fut muet. Je revins vers le milieu et depuis ce milieu, jusqu'à l'extrémité du côté de l'église,
Il me parla et répondit à mon « viens donc » par un « viens donc » tendre et inquiet. Mon autre moi se tenait donc dans un certain endroit de l'air ou de la muraille. Mais comment l'atteindre et comment le voir? Je devenais folle sans m'en douter. Je fus interrompue par l'arrivée de ma mère, et je ne saurais dire pourquoi. Loin de la questionner, je lui cachai ce qui m'agitait si fort. Il faut croire que les enfants aiment le mystère de leur rêverie, et il est certain que je n'avais jamais voulu demander l'explication de mes orblutes. Je voulais découvrir le problème toute seule, ou peut-être avais-je été déçue de quelque autre illusion par des explications qui m'en avaient ôté le charme secret. Je gardai le silence sur ce nouveau prodige, et pendant plusieurs jours, oubliant les balais, je laissais mon pauvre lapin dormir tranquille, et la psyché répétait l'image immobile des grands personnages représentés dans les tableaux. J'avais la patience d'attendre que je fusse seule pour recommencer mon expérience. Mais enfin ma mère étant rentrée sans que j'y fasse attention, et m'entendant m'égosiller, vint surprendre le secret de mon amour pour le grand soleil de la terrasse. Il n'y avait plus à reculer. Je lui demandai où était le quelqu'un qui répétait toutes mes paroles, et elle me dit « c'est l'écho ». Bien heureusement pour moi, elle ne m'expliqua pas ce que c'était que l'écho. Elle n'avait peut-être jamais songé à s'en rendre compte. Elle me dit que c'était une voix qui était dans l'air, et l'inconnu garda pour moi sa poésie. Pendant plusieurs autres jours, je pus continuer à jeter mes paroles au vent. Cette voix de l'air ne m'étonnait plus, mais me charmait encore. J'étais satisfaite de pouvoir lui donner un nom, et de lui crier « Écho, es-tu là? M'entends-tu? Bonjour, Écho !» Tandis que la vie de l'imagination est si développée chez les enfants, la vie du sentiment est-elle plus tardive? Je ne me souviens pas d'avoir songé à ma sœur, à ma bonne tante, à Pierré, ou à ma chère Clotilde durant mon séjour à Madrid. J'étais pourtant déjà capable d'aimer puisque j'avais déjà une si vive tendresse pour certaines poupées et pour certains animaux. Je crois que l'indifférence avec laquelle les enfants quittent les personnes qui leur sont chères tient à l'impossibilité où ils sont d'apprécier la durée du temps. Quand on leur parle d'1 an d'absence, ils ne savent pas si 1 an est beaucoup plus long qu'1 jour, et on leur établirait inutilement la différence par des chiffres. Je crois que les chiffres ne disent rien du tout à leur esprit. Lorsque ma mère me parlait de ma sœur, il me semblait que je l'avais quittée la veille, et pourtant, le temps me semblait long. Il y a, dans le défaut d'équilibre des facultés de l'enfant, 1000 contradictions qu'il nous est difficile d'expliquer après que l'équilibre est établi. Je crois que la vie du sentiment ne se révéla en moi qu'au moment où ma mère accoucha à Madrid. On m'avait bien annoncé l'arrivée prochaine d'un petit frère ou d'une petite sœur, et depuis plusieurs jours, je voyais ma mère étendue sur une chaise longue. Un jour, on m'envoya jouer sur la terrasse et on ferma les portes vitrées de l'appartement. Je n'entendis pas la moindre plainte. Ma mère supportait très courageusement le mal physique et mettait ses enfants au monde très promptement. Pourtant, cette fois, elle souffrit plusieurs heures. Mais on ne m'éloigna d'elle que peu d'instants, après lesquels mon père m'appela et me montra un petit enfant. J'y fis à peine attention. Ma mère était étendue sur un canapé. Elle avait la figure si pâle et les traits tellement contractés que j'hésitais à la reconnaître. Puis je fus prise d'un grand effroi et je courus l'embrasser en pleurant. Je voulais qu'elle me parlât, qu'elle répondît à mes caresses, et comme on m'éloignait encore pour lui laisser du repos, je me désolais longtemps, croyais qu'elle allait mourir et qu'on voulait me le cacher. Je retournai pleurer sur la terrasse et on ne put m'intéresser au nouveau-né. Ce pauvre petit garçon avait des yeux d'un bleu clair fort singulier. Au bout de quelques jours, ma mère se tourmenta de la pâleur de ses prunelles, et j'entendis souvent mon père et d'autres personnes prononcer avec anxiété le mot « cristallin ». Enfin, au bout d'une quinzaine, il n'y avait plus à en douter. L'enfant était aveugle. On ne voulut pas le dire à ma mère positivement, on la laissa dans une sorte de doute. On émettait timidement devant elle l'espérance que ce cristallin se reformerait dans l'œil de l'enfant.
Elle se laissa consoler, et le pauvre infirme fut aimé et choyé avec autant de joie que si son existence n'eût pas été un malheur pour lui et pour les siens. Ma mère le nourrissait, et il n'avait guère que 2 semaines lorsqu'il fallut se remettre en route pour la France à travers l'Espagne en feu. Si tu souhaites en savoir plus, n'hésite pas à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les autres épisodes qui viendront par la suite. Et puis, pourquoi pas, dans les commentaires, on peut papoter un peu, partager nos impressions, nos idées, tant que ça reste dans la bienveillance bien sûr. Sinon, je te souhaite de bonnes écoutes sur l'ondée, je te dis à très vite, ciao!